BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans les blockchains et les cryptos. Bienvenue à tous, vos pros des cryptos, chaque vendredi de 15h à 15h30 en direct, à retrouver sur notre chaîne YouTube BFM Crypto tout au long du week-end. Et nos NFT à nous sont là, ils répondent à l'appel de BFM Crypto, nos talents non fongibles. Claire Balva nous accompagne chaque semaine, elle est experte crypto et elle représente ici, en tant que VP Stratégie, Desblocs. Bienvenue Claire, ravi de vous retrouver. Puis cette semaine, Owen nous accompagne aussi. Owen Simonin et sa chaîne YouTube Asher. Il est le youtubeur francophone à succès, celui qui, compte le plus d'abonnés. Il est aussi à la tête de Meria. Owen s'installe également en plateau avec nous ici, dans notre studio parisien. Bonjour Owen, bienvenue. Bonjour. On est ravis de vous retrouver l'un et l'autre. Dans un instant, on va parcourir l'ensemble des actus de la semaine, bien sûr, en à peine, 20 grosses minutes. Mais d'abord, le potentiel, l'évolution des cours des cryptos, l'analyse technique et graphique. Gilles Santacreux est avec nous depuis les bureaux de boursicoté.com. Bonjour Gilles. Bonjour. Ravi de vous retrouver Gilles. On voit une accélération sur l'Ether davantage que sur le Bitcoin. On va peut-être démarrer par, le roi quand même, le Bitcoin. Le roi d'abord. Bitcoin qui reste légèrement, ça se joue à pas grand-chose, mais encore légèrement sous son record historique. Oui, mais on reste pour l'instant dans une dynamique qui s'est neutralisée suite à la sortie de la tendance haussière que nous avions eue depuis le début de l'année, depuis février. On a marqué ce point haut significatif, donc juste en dessous des 74 000 $. Et puis ensuite, on s'est stabilisé dans un range entre 61 000 et 72 000 $ pour un Bitcoin. Alors d'un point de vue de court terme, on peut voir effectivement que l'on a une accélération haussière qui tente de se mettre en place, mais qui reste encore dans ce range. Donc pour l'instant, on est dans une phase de consolidation qui vient sur la partie médiane. Donc on n'est pas encore dans une phase d'invalidation, mais on n'est pas non plus dans une séquence qui pourrait nous apporter un petit peu de conviction justement quant à éventuelle remise en place de cette dynamique haussière. Donc pour l'instant, effectivement, on a un petit biais haussier qui tente de se développer, mais il faudrait au minimum casser donc la zone des 71 900 pour revenir sur cette fameuse zone historique, donc proche des 74 000 pour dépasser et aller inscrire donc de nouveaux records. Mais pour l'instant, c'est encore trop tôt pour conclure justement une éventualité de reprise de cette tendance haussière. En revanche, ça pousse davantage sur l'Ether. On est en ce moment à plus de 3 800 $ sur l'Ether, un peu plus d'une semaine après la validation des ETF EtherSpot. Oui, sur l'Ether, on est sur une dynamique un peu plus forte, on est un peu plus proche des derniers records, donc juste sous la zone des 4100. Alors, on a une zone de résistance à 3 960 $ pour un Ether. Tant que l'on reste au-dessus des 3 660, c'est très positif et ça peut aller très vite. Mais effectivement, il ne manque pas grand-chose pour que l'Ethereum nous donne des signaux positifs plus rapidement, vous l'avez dit, que ce que l'on a sur le Bitcoin. En termes de conviction, je dirais que la hausse que l'on a eue il y a peu, c'est-à-dire il y a quelques semaines, le 20 mai, nous a donné une bonne impulsion. Depuis, on consolide dans un range entre 3660 et 3960. En dépassant donc cette zone des 3960 $, on pourrait effectivement reprendre une belle dynamique haussière qui pourrait nous amener à de nouveaux records là aussi sur l'Ethereum. Merci beaucoup Gilles Santacreux. Ces quelques seuils techniques à surveiller sur les cryptos. Et cette semaine a été marquée bien sûr par l'évolution des cours. Une semaine maintenant après la validation des ETF Ethereum Spot. Alors une semaine après, on va dresser un tout premier bilan, bien sûr, dresser les perspectives pour l'Ether à nouveau et pour Michael Saylor, dont on parlera aussi dans un instant. Ces ETF Ether, pour qui sont-ils bons? Pour le Bitcoin. Voilà un Bitcoin maximaliste qui s'exprime et qui l'assume clairement. On en parlera. Mastercard aussi, à la une, un pas de plus dans les cryptos. Le groupe lance un service crypto de pair à pair. Il vise certaines diasporas internationales, notamment ici en Europe, les Sud-Américains. On vous expliquera. Et puis l'Union européenne, toujours plus de régulation. Il semble que certains cabinets de l'Union européenne, prônent plus de régulation, notamment dans ces liens qui se tissent, qui se trament entre les blockchains et l'intelligence artificielle. C'est votre machine à refaire l'actu de la semaine. Elle vous accompagne pour une grosse vingtaine de minutes. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Il nous accompagne, c'est notre Dream Team des pros des cryptos, Claire Balva. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. C'est sympa en plus pour ceux qui nous suivent en direct à la radio, on est aussi à la télévision et il pleut peut-être, sans doute, pendant que vous êtes en train de nous écouter. Et Claire, c'est le rayon de soleil aujourd'hui, c'est très printanier, c'est magnifique. Il est plus sombre. Owen Simonin nous accompagne, à la tête de Meria. Bonjour Owen. Bonjour. Ravi également de vous retrouver. Non mais c'est vrai, les hommes sont toujours plus sombres, habillés plus sombres que les... On pourrait s'habiller plus gaiement, nous les hommes quand même, on est très classiques, tout le temps, très conventionnels.
Allez, ça fait maintenant une semaine que les ETF Ethereum Spot ont été validés, avec une semaine de recul, et on n'a pas eu encore l'occasion de vous interroger là-dessus. Owen, votre regard, quelles leçons, quels enseignements, quelles perspectives après cette validation désormais ? Je pense qu'il y a 2 gros regards sur l'acceptation des ETF. 3 en réalité. Un qui va être politique, un qui va concerner son prix et un qui va concerner les valeurs blockchain, crypto et décentralisation. On pourrait vraiment en parler très longtemps, mais pour son prix, c'est positif. Évidemment, les gens se disent qu'il va y avoir un flux d'entrée massif qui vient des États-Unis, qui vient de Wall Street sur cet actif. C'est un ETF spot, donc quand ils en vendent 1 euro, ils doivent avoir 1 euro d'Ether réellement, et donc il va y avoir une pression acheteuse forte, ce qui peut à terme faire monter le prix de l'Ether et donc des crypto-monnaies. La deuxième lecture, c'est une lecture qui est plutôt politique. En faisant ça, ainsi, on ne répond pas précisément à la question, mais on va faire en sorte que, globalement, l'Ether ne semble pas être interprété comme étant une security. Ce qui peut donner beaucoup d'espoir à plein d'autres crypto-monnaies qui étaient dans la même position, qui espèrent peut-être un ETF spot un jour, et de la même façon, redonner un peu d'espoir à pas mal de conflits juridiques en cours. Et après, il y a la question un peu plus crypto et des valeurs que ça veut dire et que les cryptos devraient porter. Oui, clair. Oui, c'est vrai que la grosse différence quand même entre Ethereum et Bitcoin, donc entre l'ETF Bitcoin Spot et l'ETF Ethereum Spot, c'est que les deux vont générer de la centralisation financière sur ces 2 protocoles. Forcément, il y a des acteurs qui vont amasser beaucoup de crypto-monnaies. Mais sur Ethereum, ça a des conséquences un peu plus importantes. Pourquoi ? Parce que le protocole de consensus sur Ethereum, c'est la preuve d'enjeu, donc ça nécessite de mettre des crypto-monnaies en séquestre pour avoir le droit de participer à la validation des blocs. Ce qui n'est pas le cas sur Bitcoin. Et donc c'est vrai que la centralisation financière sur Ethereum, elle a, je dirais, un rôle encore plus important, elle pose un enjeu encore plus important que sur Bitcoin, où finalement l'industrie du minage, qu'on peut critiquer sur plein d'aspects, ne dépend pas nécessairement de la concentration financière de Bitcoin. Donc c'est un point d'attention, je dirais, sur cette concentration financière qui peut arriver avec les ETF Ethereum Spot. Et rien ne nous dit d'ailleurs que légalement, BlackRock ou les fonds qui proposent ces ETF auront le droit de voter pour le nom de leurs clients. On aura peut-être donc du droit de vote de l'Ether immobilisé qui votera blanc. Pour la gouvernance du réseau, ça peut également être délicat. Ça va être passionnant, très intéressant. Et c'est Vitalik Buterin qui, il y a quelques jours, a ouvert la porte à une poursuite des études, l'exploration pour améliorer la décentralisation des terres. Tout à fait, à cause de ça, mais également à cause d'autres choses comme le restaking et des pratiques techniques qui sont en train d'arriver sur le réseau Ether et qui, plus ça grossit, plus ça devient important, plus c'est un objet de convoitise pour le marché. Alors en face, les bitcoins maximalistes, ils voient toujours midi à leur porte. Vous leur demandez quelle heure il est, ils vous répondent il est bitcoin. Ouais. Vous leur demandez par où passer, pour aller au Mont-Saint-Michel, les bitcoins maximalistes, ils vous répondent pour aller au Mont-Saint-Michel, il faut passer par le bitcoin là-bas au fond. Éblouis par le bitcoin. Et vous leur demandez ce qu'ils pensent du feu vert aux ETF Ethereum Spot, ils vous répondent bitcoin, c'est bon pour le bitcoin. Tout est bon pour le Bitcoin à leurs yeux. En tout cas, aux yeux de Michael Saylor, le boss de MicroStrategy, à qui on demandait ce qu'il pensait justement de ces nouveaux ETF. Il n'a pas dit c'est bon pour Ether, il a dit c'est bon pour Bitcoin. C'est obsessionnel ou c'est de la clairvoyance là, Claire ? Alors, il a peut-être pas tort, mais c'est vrai que c'est un retournement de veste assez magistral, puisque jusqu'il y a peu, ce qu'il disait pour mettre en valeur Bitcoin, c'était que c'était le seul actif qui n'allait pas être qualifié de security par le gendarme boursier américain. Bon, évidemment, il ne peut plus dire ça. Alors c'est vrai que pendant une certaine période, on ne s'attendait pas à ce que les ETF Ethereum Spot soient adoptés aussi rapidement. Donc il a été surpris comme tout le monde. Et finalement, ce qu'il se dit et ce qui s'argumente bien, c'est que c'est une nouvelle ligne de défense pour Bitcoin. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a aussi des ETF sur d'autres crypto-monnaies, ça va être encore plus dur de remettre en cause les fondements et l'apport de Bitcoin. Et finalement, ça va souder aussi l'industrie crypto au sens large et pas que l'industrie des purs bitcoiners. Et donc, ça va permettre d'avoir un écosystème plus fort. Donc, ça justifie parfaitement son raisonnement. Mais c'est vrai qu'il trouve toujours un moyen, quelque part, de défendre le Bitcoin et de dire que ça va être bon pour Bitcoin. Est-ce que ça va renforcer ? Est-ce que ces ETF, Bitcoin, Ethereum, ETF, Ethereum Spot, est-ce qu'ils vont renforcer aussi l'attrait des États-Unis ? Puisque les États-Unis ont validé les ETF Bitcoin, maintenant les ETF Ethereum. Est-ce que, alors qu'on a pendant 2-3 ans quand même pas mal bâché les États-Unis, est-ce qu'ils sont en train de retrouver de l'attrait là auprès de l'écosystème mondial ? Owen. Je pense qu'on va avoir une réponse dans les mois qui viennent. Parce qu'il y a des acceptations, il y a des choses qui vont dans ce sens-là. Ça semble soutenu par la politique,
que ce soit Joe Biden qui était plutôt contre les crypto-monnaies, qui commence à ne plus s'y opposer et qui pourrait très très vite commencer à aller dans ce sens-là, puisqu'en tout cas c'est un levier utilisé par Donald Trump, et dire il est temps que les États-Unis saisissent l'opportunité crypto, il est temps qu'on arrête de s'acharner sur les crypto-monnaies, et il est vraiment temps qu'on comprenne que c'est une révolution. Donc ça devient en tout cas un sujet politisé, et ils ont bien prévu de s'amuser avec cet argument dans leur campagne, ça c'est clair. De l'autre côté, on voit du coup la Security Exchange Commission qui change son fusil d'épaule, qui accepte des produits où on ne pensait pas qu'elle allait les accepter, et on se demande, est-ce que c'est la politique derrière? Est-ce que c'est pour des raisons et pour des fondements légal, on ne peut pas vraiment avoir une réponse. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des changements qui sont en cours, notamment la décision, le projet de loi FIT, qui va en tout cas apporter une clarification sur les actifs qui pourraient être considérés comme security, et on rentre un argument très important en cause, la décentralisation de ce réseau. Si un réseau respecte certains critères de décentralisation, il sera cadré par la CFTC, donc le régulateur des commodities, comme Bitcoin, et non pas par la Security Exchange Commission. Il y a plein d'interprétations, le texte est encore flou, il y a des doutes d'un point de vue légal, il y a des juristes qui ne sont pas encore clairs sur ce texte-là, mais il semblerait que les États-Unis aient envie de clarifier une situation. Et ça pourrait augmenter l'attractivité des US pour les actifs numériques. Et comme par hasard, tout ça arrive alors qu'on est à combien là? On les compte à chaque fois. 158 jours de la présidentielle américaine. Dans 158 jours, les Américains voteront. Et c'est vrai qu'on a des mots d'amour, quelques mots d'amour. Vous savez, la chanson, c'est peut-être de votre âge d'ailleurs. Peu importe, voilà, des mots d'amour, des déclarations d'amour de plus en plus nombreuses des responsables américains à mesure qu'on s'approche de cette élection présidentielle. Est-ce qu'on a eu de nouvelles déclarations, de nouveaux mots d'amour ces derniers jours des Républicains ou des démocrates, Owen? Tout à fait. On a Joe Biden qui avait dit qu'il mettrait un veto contre le projet de loi FIT 21 et qui finalement ne l'a pas fait. Est-ce que c'est un mot d'amour? Mais il avait prévu de s'opposer à quelque chose et il ne s'y est pas opposé. On a Donald Trump qui lui se prononce systématiquement dès qu'il y a le sujet des crypto-monnaies, il précise que ça y est, il ne laissera plus les États-Unis tuer lentement cet écosystème. Il veut que cette révolution se passe là-bas, à toutes les conférences, que ce soit pour dire que le changement c'est maintenant au niveau des crypto-monnaies, et même, contrairement au gouvernement de Joe Biden, en tout cas ce sont ses mots, il ne tuera pas cet écosystème. Je pense donc que le gouvernement en place devra, s'il veut profiter des crypto-monnaies, continuer à émettre en tout cas des mots d'amour, et il va falloir que Joe Biden lui-même utilise ces mots d'amour dans ses discours très bientôt. Je pense que c'est ce qu'on va observer. Ouais. Oui, il y a une posture, je dirais, assez électoraliste mais des deux partis aux États-Unis, parce que quand on voit qu'il y a de plus en plus d'Américains qui détiennent des crypto-monnaies, c'est tout simplement des voix potentielles. Donc je ne sais pas s'il y a des convictions derrière, que ce soit côté Trump ou côté Biden. Et si elles seront appliquées ? Le plus probable, c'est qu'on assiste quand même à un enchaînement de promesses des deux camps sur ces sujets-là jusqu'à l'élection. Est-ce que ces promesses seront tenues après ? C'est difficile de se prononcer. Ouais, mais les électeurs sont de plus en plus perçus comme des clients, quoi. Voilà, on parle à une clientèle aussi aujourd'hui en politique, que ce soit aux États-Unis ou encore en Europe. Et c'est vrai, nos sociétés se recomposent, la politique et le monde crypto aussi est en train de se recomposer. Déjà parce que la finance traditionnelle est en train aussi de s'emparer de cet univers crypto. C'est d'ailleurs l'objet de notre question crypto qui claque. Chaque semaine, on vous pose cette question qui fâche sur nos réseaux sociaux, notre fil X BFM Crypto notamment. Claire et Owen, êtes-vous prêts ? Je suis prêt. Ils sont prêts. Et si à la fin de l'histoire, il n'en restait qu'un, pour vous, ce sera la bourse. Pour vous, ce sera à la fin de l'histoire les cryptos qui sortiront triomphales de l'histoire humaine. Est-ce que ce sera l'immobilier qui sortira triomphal de l'histoire humaine? Ou Gary Gensler? Telle est la question crypto qui claque. Je vous laisse un instant de réflexion, Claire et Owen. Et ça va être à vous de répondre dans un instant. Vous-même qui nous suivez à la radio, à la télé, sur notre chaîne YouTube, vous avez peut-être un avis sur la question. N'hésitez pas à la poster en commentaire. Vos arguments rebondis dessus chaque semaine. Owen, à la fin de l'histoire, s'il n'en restait qu'un, ce serait quoi? Les cryptos, l'immobilier, la bourse ou Je pense que la triomphante sera, en l'occurrence, les crypto-monnaies, parce que techniquement, elles ne peuvent pas s'arrêter. En tout cas, les plus décentralisées. Donc ça peut être une question de prix, plus haut, plus bas, j'en sais rien, mais c'est celle qui est en plein essor et c'est celle qui, techniquement, contrairement à toutes les autres, ne peut pas mourir. Vous parlez d'une crypto au singulier. Oh, il y en a une qui porte un petit peu toutes les autres, mais il y en a quelques-unes qui, pour moi, ne sont plus techniquement arrêtables aujourd'hui. Claire, même question. Qui reste à la fin? Qui gagnera? Alors ça dépend si vous parlez du prix ou si vous parlez d'autres. C'est ça. Mais j'ai du mal à dire les cryptos, je dirais plutôt Bitcoin, parce qu'il y a certaines crypto-monnaies qui peuvent quand même s'arrêter. Mais
Si je devais choisir, je dirais Bitcoin. Ça vous gêne qu'on dise les cryptos. Et on l'a vu aussi dans les commentaires. On a posé cette question ce matin sur nos réseaux sociaux. Il y a eu quelques commentaires comme ça. Mais attendez, votre question, les cryptos, ça veut rien dire. C'est le Bitcoin. Il faut séparer crypto et Bitcoin. Mais il faut assumer que le Bitcoin soit une crypto, les amis. Ça fait partie de cet univers, le Bitcoin. Alors c'est peut-être le mieux, c'est peut-être la crème. Mais on est dans cet univers. Voilà. Oui, mais si on doit juger toutes les cryptos, on ne peut pas prendre les mêmes engagements que si on devait simplement juger Bitcoin. La question est plus granuleuse. Alors vous-même, vous avez voté. Vous tous qui nous suivez régulièrement, vous avez en majorité voté pour les cryptos. Et manifestement, on est très surpris par cette réponse. Manifestement, c'est le Bitcoin qui effectivement vous titille au cœur de cet écosystème crypto à 56%. Donc vous avez voté pour les cryptos. Si à la fin de l'histoire, il ne devait rester qu'un support d'investissement, ce serait à vos yeux les cryptos. Devant la bourse, devant l'immobilier et devant Gary Gensler. Surprenant. Sauf si on le tokenise. C'est vrai. À ce moment-là, Pourquoi pas ? pourrait bien rester tokenisé. C'est vrai que la bourse et l'immobilier peuvent devenir des cryptos aussi, sont tokenisés sur certains. C'est ça, en fait, comme c'est un support technologique, il y a de l'immobilier sur Internet, tout comme il y aura de l'immobilier sur les cryptos. Exactement pareil pour les actions en bourse, parce qu'il y a des actions synthétiques. C'est ça, en fait. Oui, et vous êtes en train de nous dire que l'univers crypto et des blockchains peut faire son beurre de tout. Mais j'ai envie de vous dire que la finance traditionnelle peut aussi faire son beurre de votre univers. On le voit, par exemple, à travers ces nouveaux produits qui apparaissent, de la finance traditionnelle, ces produits. Par exemple, ces derniers jours, on a vu apparaître un produit pour trader le hash rate de Bitcoin, le trader sur les marchés traditionnels, Claire. Oui, alors le hash rate, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la puissance de calcul qui est déployée sur le réseau Bitcoin. Et donc, si je résume assez grossièrement, disons que plus le hash rate est important, plus on va considérer que Bitcoin est sécurisé et décentralisé, etc. Et donc, là, ce dont on parle, c'est tout simplement de parier sur le niveau du hash rate sur Bitcoin dans quelques semaines, quelques mois, quelques années. Donc on peut parier à la hausse ou à la baisse sur ce que sera le hash rate. C'est un produit financier très classique en fait, qui n'était pas présent dans la finance jusqu'ici, qui l'est désormais. C'est un produit financier qui, je pense, va plaire aux fans de crypto, particulièrement aux fans de Bitcoin, parce que beaucoup de gens qui croient dans Bitcoin sont convaincus que le hash rate va augmenter et donc vont probablement parier à la hausse sur le niveau du hash rate. On va dire que c'est un moyen détourné de s'exposer à Bitcoin. Oui, et c'est un signe d'inclusion croissante. La finance traditionnelle qui s'empare de cet univers crypto. Et l'univers crypto, on parlait des tokens aussi, qui vient s'immiscer dans plein de ports, plein d'actifs potentiels. On voit aussi, les géants du paiement s'y intéresser. Mastercard fait un pas de plus dans votre écosystème, celui des cryptos, avec un service qui a été annoncé, un service crypto pair à pair. Ce sera quoi ? Ça va servir à quoi ? Et est-ce que c'est une avancée importante, Owen ? C'est une avancée très importante. Non pas simplement d'avoir un produit comme ça qui existe, mais de savoir que le porteur de ce produit, c'est Mastercard. Mastercard est un tiers de confiance, est une solution qui permet de processer des transactions de paiement. L'un des plus gros d'ailleurs. En l'occurrence, on sait déjà qu'ils sont très actifs dans le monde de la crypto-monnaie. Ils proposent d'émettre des cartes pour des plateformes, des institutions financières centralisées qui proposent des produits sur les actifs numériques, donc tout simplement de pouvoir payer avec sa crypto et d'utiliser la crypto comme compensation d'un paiement. Par contre, ce qui est dingue, c'est qu'ils émettent une solution de paiement peer-to-peer. Pour faire très simple, ça permet à un particulier d'échanger ses actifs numériques directement avec un autre particulier, quelque part dans le monde, avec des fonctions comme la cross-compatibilité, pouvoir vérifier grâce à la blockchain et d'être sûr que la personne en face de nous a bien les actifs qu'elle veut nous échanger contre nous, etc., etc. Et ce qui est encore plus particulier, c'est qu'il vise ce produit principalement à destination de l'Amérique latine et des Européens. Donc c'est un géant qui va sur un marché de particuliers, du retail, ce qui est assez rare de voir Mastercard. Ils font plutôt du B2B2C. Ils proposent des solutions à des entreprises qui ensuite s'adressent aux particuliers. C'est follement excitant. Follement excitant, carrément. Et cette recomposition qu'on peut aussi illustrer à travers ce qui est en train d'arriver au monde du minage, cette fois. Même les mineurs sont concernés par ce monde en mouvement. Riot Platforms veut racheter son rival canadien Bitfarms, ce qui donnerait naissance au plus grand groupe coté de minage au monde, Claire. Oui, alors ils veulent, mais ils ne sont pas prêts d'y arriver puisque ça a été refusé par Bitfarms qui, effectivement, n'a pas du tout envie d'être complètement racheté, même si Riot Platforms a quand même quasiment 10% des parts aujourd'hui et donc a des droits de vote importants chez Bitfarms. Alors, on voit bien que c'est une entreprise qui traverse une passe un petit peu difficile en termes de gouvernance, puisqu'ils sont en train de se séparer de leur ancien DG qui les attaque sur un certain nombre de sujets. Donc il y a peut-être un moment de faiblesse dont peuvent profiter certains concurrents beaucoup plus gros pour aller essayer de faire des sortes d'OPA et voilà, d'acquérir d'autres entreprises. En fait, on remarque que c'est une industrie qui fonctionne comme les autres, c'est-à-dire qu'il y a des concurrents et il y a des entreprises qui cherchent à se développer en achetant d'autres
et qu'il y a ce phénomène toujours un peu dangereux dans l'industrie du minage d'une grande concentration qui est dans l'intérêt économique de certains acteurs pour grossir, pour faire des économies d'échelle. Mais en même temps qui ont un intérêt à ce que l'industrie reste un minimum décentralisée parce que c'est essentiel pour la bonne vie du protocole. Les pros des cryptos, votre machine à remonter le temps, refaire l'actu de la semaine, c'est chaque vendredi en direct et sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. L'Europe n'est pas le premier des continents d'innovation. Il y a mieux que l'Europe pour l'innovation. C'est plutôt un continent de réglementation et de régulation. Et d'ailleurs, l'Europe s'intéresse à présent au rapprochement entre l'intelligence artificielle et les blockchains. Certains cabinets européens regardent de près, c'est vrai, cette convergence à venir entre l'IA et l'univers blockchain pour réguler tout ça, Owen. Tout à fait, ça s'appelle le BOF. Oui, le nom, le nom n'est pas très... D'un point de vue marketing, ils n'ont pas été super bons là-dessus. En l'occurrence, c'est un forum de réflexion sur la blockchain, ce qui est pas mal, parce que même quand on va réguler, essayer de comprendre, d'observer et de comprendre ce qui se passe, c'est relativement intéressant. Ce qu'il est un petit peu moins, c'est qu'ils se félicitent qu'on ait autant avancé dans la régulation et qu'on ait autant de règles strictes sur la MiCA, par exemple. Il y a des bons et des mauvais points. Innover en termes de régulation, réguler avant tout le monde sur un marché qui est très mondialisé, ça veut dire imposer des règles à des acteurs qui vont se battre contre une concurrence qui, elle, n'en a pas. Bref, ça c'est une question de point de vue. Et là, il se pose des questions, et quoi qu'il arrive, la réflexion et l'apprentissage est toujours très intéressante sur l'importance de l'intelligence artificielle à travers la blockchain. Des points comme par exemple la protection des données, le fait que certains smart contracts, donc des contrats automatiques de la blockchain, puissent être pilotés, améliorés et intelligents grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle décentralisée, ce qui est génial et en même temps peut faire très peur, puisque c'est une intelligence artificielle qui peut être inarrêtable. On commence à s'amuser avec la blockchain. Et donc, évidemment, tout plein de choses qui lancent de très grosses réflexions. Et c'est sûr que vouloir les réguler tout de suite, j'appelle à la vigilance et à prendre le temps. Malgré tout, comprendre ces sujets, l'importance qu'ils vont avoir et à quel point la blockchain peut être une solution pour vérifier l'authenticité, par exemple, d'un contenu numérique, ce sont des choses qui se posent dans un monde où l'intelligence artificielle va aussi vite créer autant de choses. La blockchain va apporter des solutions aux problèmes certains problèmes que l'IA peuvent apporter. Oui, mais alors justement, par exemple, face au deepfake, on est dans une année électorale énorme à l'échelle mondiale. Là, en ce moment, on n'en parle pas beaucoup, vous en entendez peu parler ailleurs, mais les Indiens sont en train de voter. C'est la plus grande démocratie du monde. Plus d'1 milliard d'individus qui sont en train de voter. Là, il leur reste quelques jours pour élire leur futur président. Voilà. Et puis, bien sûr, l'élection présidentielle américaine dans quelques semaines. C'est une année électorale majeure. Les deepfakes. Est-ce que les blockchains et l'IA parviendront à converger suffisamment vite pour justement limiter tous ces risques liés au deepfake, par exemple? Est-ce qu'on avance là-dessus, Owen? Est-ce que les promesses sont tenues? C'est trop compliqué parce que l'IA avance plus, voire aussi vite que les solutions. Et c'est ça le problème. Dès qu'on trouve un moyen d'identifier si une IA... En fait, c'est simple. Le meilleur truc pour détecter si une IA a créé un contenu, ça va être une autre IA. Donc c'est une question d'avancer. On sait que quand on a émis quelque chose grâce à la blockchain, on peut vérifier son authenticité. C'est vrai. Mais si ça n'a pas été émis grâce à la blockchain, s'il n'y a pas d'NFT qui va prouver de façon non fongible la création de quelque chose, c'est encore un discours technologique d'avancer sur l'intelligence artificielle. Donc il commence à y avoir des réflexions, il commence à y avoir des idées, des réflexions, mais là maintenant tout de suite, vous dire qu'une solution a été trouvée, c'est faux. On continue de remonter l'actualité de la semaine. CZ n'est plus chez Binance France. C'est quand même un événement, quoi. Enfin, c'est plus qu'un symbole ou c'est juste un symbole? CZ n'est plus au capital de Binance France, Claire. Alors c'est un symbole, mais qu'on avait vu venir quand même, puisque CZ ayant été condamné aux États-Unis et Binance France disposant d'un enregistrement PSAN auprès de l'autorité des marchés financiers, Binance France ne pouvait plus conserver CZ comme actionnaire principal, tout simplement parce qu'il y a des exigences concernant la probité des actionnaires des entreprises qui disposent de ces enregistrements. Donc Binance France avait le choix globalement entre perdre son enregistrement ou trouver de nouveaux actionnaires qui n'avaient pas de problème sur leur casier judiciaire. Et donc le choix a été fait de céder les parts de CZ à d'autres personnes de chez Binance. Alors la question se pose quand même de la structuration juridique de Binance au sens large, puisque là on voit bien que ce sont des personnes physiques qui du coup détiennent le capital de Binance France, ce qui peut être surprenant quand on regarde les structures des établissements financiers habituellement. Le plus souvent, il y a des holdings qui détiennent des filiales par pays, etc. Donc ça pose quand même des questions sur la manière dont Binance est structurée aujourd'hui. Et alors justement, on continue de remonter dans le passé là, avec MTOX aussi, cette affaire qui remonte à il y a 10 ans. Les remboursements en Bitcoin ont démarré. Oui. Oui, avec un impact ou pas d'ailleurs sur les cours du Bitcoin. Enfin, on a regardé ça cette semaine, Claire.
Alors pas tellement, parce que on estime qu'il y a 140 000 bitcoins à peu près qui risquent d'être vendus d'ici le mois d'octobre. Mais en fait, ce montant qui peut paraître énorme et stressant quand on regarde le cours du bitcoin est en fait assez classique. Là, quand on regarde les 5 derniers mois depuis janvier, on a eu 600 000 bitcoins qui ont été vendus par des détenteurs à long terme, et on a aussi 300 000 bitcoins qui ont été soumis à la vente par Grayscale. Et pour autant, le cours du Bitcoin n'a pas chuté avec ces montants-là. Donc on peut être quand même plutôt serein. On voit aussi que le cours du Bitcoin sait absorber l'arrivée de nouveaux Bitcoins avec le minage. Donc non, moi je ne suis pas très inquiète sur l'effet de ces 140 000 Bitcoins sur le cours. Bon, et puis l'avenir, c'est peut-être aussi les monnaies numériques de banque centrale, l'euro numérique, le dollar numérique. Non, pas le dollar numérique, la Chambre des représentants a voté contre un projet de loi qui interdirait le dollar numérique, Owen. Rapidement, pour interdire le dollar numérique, c'est une proposition qui a été faite, elle n'a pas encore été acceptée, mais l'objectif, ce serait, par peur d'un contrôle des masses et de la population, que la Fed ne puisse pas émettre une monnaie numérique de banque centrale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stablecoin dollar, et donc de stablecoin basé sur du dollar américain. Et ça ne veut pas dire que ça profiterait à d'autres monnaies, mais en tout cas, c'est une réflexion qui va également être un levier pendant les présidentielles. Certains Américains ne veulent pas qu'une monnaie numérique basée sur la blockchain représente le dollar américain et soit émise par la Fed. Oui. Ce qui, oui, s'il n'y avait pas de dollar numérique, ça renforcerait l'euro en l'occurrence. Enfin, les Européens auraient intérêt à ne pas voir émerger un dollar numérique. Il faut bien se rendre compte que les États-Unis ne sont pas dans la même situation que l'Europe là-dessus. Ils ont des stablecoins dollars partout qui circulent déjà sur la blockchain. Oui. Donc ils ont peut-être un peu moins besoin d'une monnaie numérique de banque centrale pour moderniser le dollar. Et c'est vrai que c'est peut-être moins dans l'ADN américain aussi d'avoir une monnaie qui serait aussi présente et gérée par une banque centrale. Il y a quand même une banque qui a dit attention, cette interdiction peut réduire la suprématie du dollar américain dans le monde. Ils ont quand même eu l'arrogance de le dire. Merci à tous les deux. C'est les pros des cryptos chaque vendredi. Ça passe trop vite. On voulait parler de beaucoup d'autres sujets. Ça passe beaucoup trop vite avec vous. Merci beaucoup. Owen Simonin, sa chaîne YouTube Asher. Combien d'abonnés là ? Plus de 670 000. Ah, ça monte, ça monte. Ça y est. Salut Owen, à bientôt. Et Claire Balva, bien sûr, pour Débloque. Merci Claire. Merci Guillaume. Merci d'être passé nous voir comme chaque vendredi. Dans le week-end qui arrive, vous pourrez retrouver les pros des cryptos. Bien sûr, parlez-en à vos amis si nos experts vous ont convaincu ou intéressé, peut-être même étonné. Parlez-en autour de vous. Notre chaîne YouTube BFM Crypto est disponible 24/24.